Pour une nouvelle post-philo ou café philo. Très heureuse aussi de parler de notre ami Tintin, parce qu'après tout, on comprend que depuis toujours, en tout cas depuis le premier album, et même depuis le petit 20e, Tintin a suscité un tel engouement qu'aujourd'hui Tintin est toujours à la mode, et on est encore là pour en parler, parce que justement il y a des fans de Tintin. On peut rappeler qu'il y a une association qui s'appelle les Amis d'Hergé, hein, que nous fréquentons tous les deux d'ailleurs, et qui organise chaque année, le premier week-end de mars, un week-end consacré à Hergé. Et pour la petite histoire, parce que c'est quand même intéressant de le savoir, pour ceux qui n'y ont jamais mis les pieds, alors il faut réserver longtemps à l'avance parce qu'on remplit l'hôtel. Hein, et c'est un grand hôtel. Donc on remplit, et il faut savoir que pendant 2 jours, tout est consacré à Hergé. Et donc souvent, la première matinée, il y a du troc. Mais quand je vous dis du troc, mais c'est des trucs incroyables. Des gens arrivent avec des tas d'objets qu'ils ont collectionnés. On les voit repartir avec des fusées de Tintin, des capitaines ad hoc de la taille d'homme quasiment, parce qu'il y a des sculptures. Pour ceux qui sont vraiment des passionnés, ils vont dénicher ça, je ne sais où, mais en attendant, ils ont des pièces assez exceptionnelles. Alors ça vend, ça troque, ça échange, c'est assez animé. Et généralement, l'après-midi, on se retrouve, donc le midi, bien sûr, un bon restaurant. Vous connaissez les Belges, ils ont quand même beaucoup de fourchettes. Et les assiettes, et d'ailleurs les chopes de bière sont assez conséquentes, hein, parce que c'est des bons vivants. Et on se retrouve l'après-midi généralement avec tout un ensemble de conférences, avec des spécialistes d'Hergé. Bien entendu, il y a des gens qui l'ont connu, qui viennent témoigner de la relation qu'ils ont eue ou entretenue avec lui. Soit une coloriste, moi j'avais rencontré une coloriste, et il y avait l'acteur aussi qui avait joué le Tintin, exactement. Il y avait, bon, bref, on retrouve tous ces gens qui ont évolué autour d'Hergé. Et puis généralement, le soir on fait un grand dîner, le dimanche c'est rebelote avec des conférences et des discussions. Et on passe un week-end uniquement entre tintinophiles, on va dire, et entre personnes qui aimons l'œuvre d'Hergé. Alors aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Renaud Latier, parce qu'on peut dire qu'on se connaît sans se connaître vraiment. On se connaît un petit peu parce que, comme j'avais commencé à écrire il y a quelque temps sur Tintin, il se trouve qu'au début, il s'était intéressé à ce que j'avais écrit, puisqu'il écrivait lui-même et il était dans la recherche sur Tintin, donc il était curieux de ce que je pouvais avoir fait. Donc on s'est rencontrés comme ça, la première année, puis j'ai commis un deuxième ouvrage avec, bien entendu, les personnages féminins, parce que je trouvais qu'on leur accordait pas assez de place, et j'avais entendu, quand j'avais fait quelques conférences, des gens dire « Oh, Tintin est misogyne, Hergé est misogyne, les femmes sont pas belles », alors que moi je les trouve magnifiques, je veux dire, comme les personnages d'Hergé, à part le capitaine Haddock qui est un peu rond, les autres on peut pas dire que c'est des top modèles, hein. Les hommes, ils sont avec un nez pointu, ils sont particuliers, les personnages sous la plume d'Hergé. Et donc, je voulais rendre un peu hommage aux femmes. Donc, on s'est revus au Salon du Livre de novembre. Et puis, entre-temps, je découvre que votre livre est paru. J'en suis très, 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 très heureuse. Bien sûr, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait autour de l'œuvre d'Hergé. Et puis, je pense que vous êtes un tatinophile depuis très nombreuses années, que ça vous a accompagné. Et donc, je vais commencer par une question. Pourquoi, selon vous, d'après vous, Tintin, alors que nous sommes maintenant en 2016, et que Hergé n'est plus depuis quelque temps, et puis qu'il y a eu d'autres types de bandes dessinées, les mangas, etc. Pourquoi Tintin, d'après vous, a toujours autant de succès? Bien, merci. Merci à la librairie de nous accueillir, merci à Laurence, hein, surtout. Ce que je voulais préciser à propos du colloque Les Amis de Hergé, là, c'est que c'est pas seulement des gens de 7 à 77 ans qui viennent, hein, il y a des gens beaucoup plus âgés. Je crois que ça avait été dit pour faire un bon mot, hein, de 7 à 77 ans, mais on a commencé, beaucoup d'entre nous ont commencé avant de savoir lire. Hein. Moi, je me souviens le premier livre que j'ai eu, c'était L'Île Noire, j'avais 4 ans, donc avant de savoir lire. Et puis, il y a des gens, évidemment, même présents dans cette salle, qui ont 100, 110 ans, qui apprécient Tintin. Ce qu'il faut préciser quand même, c'est que Hergé est mort en mars 83, et avant de rentrer dans sa 77e année. Et il a eu beaucoup de chance, puisque, évidemment, s'il avait vécu quelques mois de plus, il n'aurait plus pu lire Tintin. Alors, la question, c'était pourquoi cette pérennité? C'est un petit peu l'objet du livre. Vous savez que le dernier album achevé d'Hergé, qui s'appelait Tintin et les Picaros, est paru en 1976, donc ça fait exactement 40 ans. Et plus aucun Tintin n'a été publié ensuite, hein. Contrairement à Astérix, Lucky Luke, Black et Mortimer, où on continue avec d'autres auteurs à faire des suites, en fait, hein. Ce qui explique quand même qu'on puisse continuer à en vendre.
Hergé s'y est opposé, et depuis 1976, plus aucun livre sur Tintin. Et malgré tout, on en vend près d'1 million par an sur l'ensemble du monde, et au moins 200 000 en France, ce qui est considérable. Donc c'est une des interrogations qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui fait dans l'œuvre d'Hergé, et en particulier dans Tintin, que les gens continuent, dans tous les pays du monde, à s'acheter et à lire les albums? Il faut remarquer que non seulement c'est une originalité par rapport à d'autres bandes dessinées, mais c'est aussi une originalité par rapport à d'autres œuvres d'Hergé lui-même, puisque les autres œuvres moins connues, comme Josette et Joko ou les exploits de Kik et Flug, n'ont pas eu du tout le même succès qu'a eu Tintin. Donc il doit y avoir une spécificité dans Tintin qui explique cette pérennité, autrement que par le seul talent et le seul génie de l'auteur, qui est, je crois, incontesté. Ce qu'on a eu, c'est des films, effectivement, après, dont le film de Spielberg en 2010, mais qui n'a pas eu un succès extraordinaire, surtout aux États-Unis. Et bon, ça pose le problème général, d'ailleurs, est-ce qu'on peut transposer Tintin au cinéma? Ça, c'est un autre débat. Il y avait eu de toute façon une mise en œuvre de Tintin en dessin animé. Tout le monde a vu ça plus ou moins sur des chaînes un peu pour les enfants. Sur la 3, notamment, à un moment donné, où il y avait quand même des dessins animés autres, on va dire, que des mangas. Mais c'est vrai que moi, ce que je trouve très intéressant, c'est chez Hergé, et je pense que ça répond aussi à la question de pourquoi on est toujours intéressé par Hergé, ou en tout cas par Tintin. Je crois que c'est le fait que le personnage lui-même n'ait jamais vieilli. Et ce rapport au fait que le Tintin est toujours lisse, toujours identique à lui-même d'un album à l'autre, et donc sur une durée quand même importante, parce qu'il a vécu de nombreux albums, le temps de nombreux albums, on va dire. Donc ça veut dire que quelque part, ne vieillissant pas, il est indémodable en soi, parce que quelque part, effectivement, qu'on soit petit ou grand, on peut toujours se projeter dans ce visage lisse, comme si c'était une sorte de masque qu'on pouvait mettre, comme pour se déguiser et jouer à être Tintin, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Tintin a vécu au moins de 1930 à 1976, donc pendant 46 ans. Même au-delà, si on compte Tintin et l'Alphart, qui est un immeuble inachevé, mais que Hergé avait commencé à écrire et qui a été reconstitué un petit peu en 1984. Donc, il a vécu toute cette période pratiquement sans vieillir. Le pire de tout, c'est Milou, puisque Milou, il y en a qui ont des beaux chiens parmi nous, il a quand même vécu 46 ans sans vieillir, sans prendre une seule ride. Pour ce qui est de Tintin, bon, je serais un petit peu plus mesuré, je pense qu'il n'a pas changé fondamentalement physiquement. Par contre, de caractère, je pense qu'il a changé. Il a changé pas mal, il s'est embourgeoisé. Il a abandonné ses pantalons de golf, d'ailleurs, dans le dernier album, ce qui va faire de la peine à beaucoup d'entre nous. Et il a un petit peu changé de point de vue sur la vie. Il est devenu moins manichéen. Il avait plus envie de voyager. Il s'est assagi. Il serait bien resté tranquille à Moulinsart avec son siamois et puis à faire du yoga. Bon, c'est un petit peu, je dirais, Hergé qui lui a forcé la main dans les deux derniers albums, Vol 714 pour Sydney et Les Picaros, pour partir. En fait, il ne voulait plus partir. Disons que vous avez tous lu l'œuvre d'Hergé, je pense avec beaucoup d'intérêt, et comme c'est une œuvre qui est riche, tout le monde en conviendra, parce que d'abord, les dessins sont relativement appliqués, mais surtout, il y a beaucoup, dans les bulles, vous avez remarqué, il y a beaucoup de textes. Donc c'est vrai que si on veut bien lire... En plus, il y a des citations de Confucius et tout. Il y a des choses plus profondes que ça en a l'air, au premier abord en tout cas. Et puis, on voit dans les dessins, il y a des petits détails qu'il faut parfois remarquer. Et à la première lecture, on ne les voit pas forcément. Ou alors, à l'inverse, quand on ne sait pas encore lire, on regarde que les dessins. Donc, on a encore une énigme, c'est qu'il faut franchir le cap de la lecture. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, je crois, pour évoquer l'aspect que vous avez souligné, effectivement, Hergé, au début, était celui qui ne voyageait pas. On le sait dans sa biographie. Il était celui qui était le sédentaire, et c'était son personnage qui voyageait, en gros. Et à mesure que Milou et Tintin se sont sédentarisés, notamment à Moulinsart, eh bien, on se rend compte que c'est Hergé qui, dans sa vie, commence à voyager. Comme si, finalement, au moment où il ne voyageait pas lui-même, il avait fait ce prolongement par rapport à Tintin, qui était la continuité de ce qu'il était, par la main, puisque c'est la continuité par le dessin. Donc, il était celui qui avait son destin en main et qui voyageait. Et à mesure qu'Hergé a changé dans sa propre vie, eh bien, il a voyagé et Tintin s'est sédentarisé. Il fallait bien que quelqu'un récupère le courrier, en gros.
Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a une rupture vraiment dans Tintin au Tibet quand Tintin va dans l'Himalaya ramener Chang. Vous savez que l'histoire de Chang et de Hergé, c'est toute une histoire. Il y a même eu des albums qui ont invoqué l'homosexualité de Hergé et de Chang. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1934, quand Chang est parti, est retourné chez lui à Shanghai, Hergé a eu tout un tas d'actes manqués, hein, pour éviter, si on veut, de retrouver Chang. Hein. Il l'a recherché sans le rechercher. Il est allé en Chine nationaliste, qui l'interdisait de facto d'aller en Chine communiste pour retrouver Chang. Et pendant de 1934, le Lotus Bleu, jusqu'à 1960, Tintin au Tibet, il n'a jamais eu la possibilité de retrouver Chang. Hein. Et un jour, il s'est aperçu qu'il avait l'adresse de Chang dans sa poche, que lui a donné un restaurateur de Bruxelles, et que Chang n'avait pas déménagé, il n'avait pas changé. Mais il a eu toujours cette culpabilité par rapport à Chang. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dans la fameuse histoire de Tintin au Tibet, il était mal, il quittait sa femme, il n'osait pas la quitter, il était amoureux de sa coloriste Fanny, mais il n'osait pas faire le pas. En même temps, il était déprimé parce qu'il en avait marre d'écrire, il était malade. Bon. Et il allait voir un psychanalyste qui lui a dit essayez d'arrêter votre travail et puis de chasser en vous le démon de la pureté qui l'obsédait, parce qu'il dit souvent, Hergé, dans ses interviews, que Tintin était trop parfait, trop pur, hein, pour lui. Et il l'énervait, hein, Tintin, il avait envie de l'envoyer balader. Et Hergé, il préférait beaucoup Haddock, Tournesol, les Dupont qui faisaient des gaffes, des gags. D'ailleurs, vous avez qu'à remarquer si dans toutes les questions qui ont été posées aux gens, des enfants aux plus âgés, où on leur demandait quel est votre personnage préféré dans Tintin, Tintin est très peu cité. C'est jamais Tintin qui arrive en tête. Il arrive très très loin. Hein. Le capitaine Haddock arrive très loin en tête. Milou pour les enfants. Parfois Tournesol, la Castafiore, mais Tintin non. Tintin il est trop abstrait, il est trop parfait, c'est pas le plus apprécié des personnages de Tintin. Donc quand il a été voir ce psychanalyste, là, le disciple de Jung, il a dit non, moi je ne veux pas arrêter mon travail, et donc il a fait Tintin au Tibet. Il a eu bien raison, et par l'intermédiaire de Tintin qui est allé retrouver Chang et le sauver, ça l'a libéré en quelque sorte de son problème. Et Tintin a ramené Chang en Europe, hein, c'est la page 62 de Tintin au Tibet, et en même temps il a sauvé un petit peu la vie de Hergé. Et ça n'est que 21 ans après que le vrai Chang est revenu en Belgique. Hein, mais lui, il n'en avait plus besoin. Hergé, à la limite, Tintin lui avait ramené Chang, bon, c'était bon. Et il n'avait plus vraiment envie d'écrire après. C'était plus la peine. Bon, il a fait les bijoux de la Castafiore, qui était vraiment un album génial, un pastiche, où il y a tout, mais sans voyage, que des fausses pistes, il n'y a pas de bandits, il y a un vol d'émeraude par une pie, mais bon, c'est pas une grande aventure. Et pourtant, c'est un album qui a eu énormément de succès. Mais après, il met de plus en plus de temps à écrire et il n'en ressent plus vraiment.